Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre quotidienne qui décrypte l'actu du Finistère. Alors si je vous parle de Lovecraft, de Cthulhu ou de cosplay et que vous vous sentez un petit peu perdu, c'est que vous connaissez peu l'univers geek. Alors ça tombe très bien puisque notre invité organise le 3e Festi-Geek à Brest. Il va pouvoir nous expliquer ces mots et nous parler aussi de l'impact des jeux vidéo sur les jeunes. Thomas Lisiard, bonjour. Bonjour. Alors, si les jeunes de 11 à 14 ans passent en moyenne 3 heures devant un écran chaque jour, combien de temps vous, qui êtes un geek apparemment, vous passez devant un écran chaque jour? Honnêtement, avec le boulot et les jeux, je dois passer à peu près, grosso modo, 6 heures par jour. 6 heures, c'est déjà pas mal. On en reparle tout à l'heure. En plateau également Christophe Boucher. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Et vous ferez le point aujourd'hui sur le compte pénibilité au travail. Oui Pauline, entré en vigueur le 1er janvier, le compte pénibilité permet aux travailleurs effectuant des tâches pénibles de cumuler des points ouvrant droit à de la formation ou alors anticiper sa retraite de 2 ans ou alors encore éventuellement avoir une réduction du temps de travail. Alors sur le papier c'est alléchant, mais dans les faits c'est une autre histoire. Vous nous expliquez tout ça dans l'instant écho. Sophie Lecroisier, bonjour. Bonjour. Alors Sophie, vous faites le point sur l'endettement des hôpitaux publics en général et on n'est pas du tout épargné dans le Finistère. Exactement. On y revient dans un instant. Après News, David Guetta ou Lionel Richie, 17 noms de plus ont été dévoilés ce mardi pour le Festival des Vieilles Charrues. De Calogero à The Prodigy, en passant par Brigitte, il y en aura pour tous les goûts. Petit tour d'horizon avec Judy Sicot. Calogero sera sur la scène de Carhaix pour un spectacle en apesanteur. Toujours dans la musique française, retour du duo féminin Brigitte et leurs mélodies aériennes. Toi mon tout mon loup-bas, tu serais mon Lascar superstar. Il chante en français mais il est canadien. L'auteur, compositeur, interprète Pierre Lapointe viendra accompagné de son fidèle piano nous dévoiler sa propre vision de la chanson française. Depuis les années 90, ils envoient du gros son. Le groupe britannique The Prodigy sera sur la scène de Pierre en Fil avec leur nouveau titre. Et il ne faudra pas louper la rencontre entre le batteur Tony Allen, le génie Damon Albarn et le rappeur Oxmo Puccino. À leur côté, il y aura aussi Archive, Kabaddi, Flume, Putzmary, The Stripes, The Shoes, Stand Eye Patrol, Ezekiel, Laetitia Sheriff, Isaac Delusion, La Fine Équipe et Tilassine. Voilà, et on rappelle que le Festival des Vieilles Charrues aura lieu du 16 au 19 juillet prochain. Sophie, vous avez enquêté sur les hôpitaux, sur le déficit des hôpitaux publics et c'est une véritable épidémie. Effectivement, parmi la douzaine d'hôpitaux publics du département, presque tous sont en déficit. Mais cette situation n'est pas nouvelle. Elle ne concerne bien sûr pas que le Finistère, c'est général en France. Nous avons donc cherché à comprendre pourquoi les hôpitaux publics sont globalement en déficit. Et on regarde votre reportage. Morlaix, son hôpital public et ses 2200 agents. Jusqu'ici, la structure affichait des comptes à l'équilibre. Mais voilà, depuis 1 an, l'hôpital a rejoint la longue liste des établissements en déficit structurel. La situation avait pourtant été anticipée, avec des économies faites sur la partie hôtelière. Pour Morlaix, pour l'exercice 2014, les causes ne sont pas liées aux dépenses qui sont extrêmement bien maîtrisées ou qui ont été extrêmement bien maîtrisées, mais à une insuffisance de recettes, liée notamment à une activité qui n'a pas été très soutenue. Qui plus est, les règles de codification et la tarification des séjours sont globalement à la baisse. Et sur le deuxième champ, qui est la partie dotation annuelle, la dotation annuelle est gelée depuis maintenant plusieurs années. En plus du manque de recettes, l'hôpital de Morlaix, comme tous les hôpitaux de France, doit faire face à une augmentation des charges salariales. D'après les estimations, c'est de l'ordre de entre 600 et 800 000 euros de charges supplémentaires qui vont intervenir en 2015, strictement non compensées. On nous dit que c'est notre activité qui doit compenser cela. Or, quand on augmente l'activité sur une pathologie particulière, le tarif baisse. Et c'est un jeu de dupes, c'est un jeu à somme nulle en réalité. On sait que pour l'année dernière, les tarifs, en moyenne, ont baissé de l'ordre de 80 € par séjour. C'est énorme.
Une logique comptable qui a tendance à agacer les praticiens. C'est un petit peu compliqué pour nous de ne parler qu'en termes de rentabilité, quoi, puisqu'on a aussi des patients à soigner, et tous les patients, puisqu'on ne l'a pas dit encore, mais Morlaix est un hôpital public, on s'occupe de tous les patients, y compris de certains patients dont d'autres secteurs ne veulent pas s'occuper. Je pense qu'on a aussi une mission de service public à remplir, qu'on l'a remplie. Autre problème qui vient gonfler le déficit de l'hôpital, la pénurie de médecins suite au numerus clausus instauré au début des années 70. Depuis quelques années, la plupart des hôpitaux de région peinent à recruter des neurologues, gynécologues obstétriciens ou encore des anesthésistes. Les établissements doivent donc faire appel à des intérimaires, ce qui coûte très cher. On doit être à 4 fois plus, 4-5 fois plus. C'est considérable. Le défi de Morlaix pour rétablir les comptes, chercher de l'activité et des parts de marché dans le bassin de population. Car si la situation se dégrade, l'hôpital ne pourra plus investir. Or, pour assurer une qualité de soins à ses patients, impossible de passer à côté de certains équipements à la pointe de la modernité. Alors Sophie, revenons sur le budget d'un hôpital. Quelles sont les recettes d'un établissement de santé publique? Alors je vous propose d'écouter Antoine Bourdon, qui est le directeur délégué du Finistère pour l'Agence régionale de santé Bretagne, qui vous l'expliquera bien sûr bien mieux que moi. Alors on l'écoute. Pendant de très nombreuses années, les hôpitaux publics ont connu un financement dit par budget global, ce qui fait que d'une année sur l'autre, on reconduisait des enveloppes globales qui permettaient ensuite aux hôpitaux d'organiser, mais de façon très autonome, dans leur territoire, l'ensemble de leurs activités de soins au service de la population. On a mis en place depuis 2005 un nouveau mode de financement de l'activité, comme son nom l'indique, c'est la tarification à l'activité, qui permet de connaître beaucoup mieux, de maîtriser beaucoup mieux le déroulement de l'activité, sa valorisation et son financement par la collectivité publique. L'avantage a aussi sa contrepartie, c'est que ce mode de financement est tributaire du niveau d'activité des établissements, qui se trouvent parfois confrontés à une insuffisance d'activité, alors que les dépenses de fonctionnement, notamment, continuent d'augmenter, ce qui peut générer un déficit. Alors Sophie, le contexte économique n'est pas non plus en faveur des hôpitaux publics? Effectivement, qu'on ait un contexte tendu sur les moyens publics. Les hôpitaux publics doivent contribuer au plan d'économie de l'assurance maladie. En clair, le gouvernement leur demande de faire 3 milliards d'euros d'économies. Alors à partir de quel moment on peut dire qu'un hôpital est en grande difficulté? Pour l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, qui est l'autorité de régulation dans le domaine, elle tolère un déficit de 2 à 3% en fonction de la taille des structures, petites ou grandes. Au-delà de ce seuil, elle met en place un contrat de retour à l'équilibre. Donc il faut que l'hôpital fasse des économies drastiques sur le budget et bien souvent c'est sur le premier poste de dépense qui est le personnel. Alors quelles sont les solutions pour l'hôpital pour réduire son déficit? Il doit sans cesse s'adapter aussi bien au progrès de la médecine qu'aux pathologies des patients. La population est vieillissante, donc forcément les besoins ne sont plus les mêmes. Je vous propose d'écouter Jean-Roger Potonnier, délégué régional de la Fédération hospitalière et qui est aussi le directeur de l'hôpital de Quimper-Cornouailles. On l'écoute. L'hôpital public, c'est un hôpital qui garantit l'accès aux soins et donc la proximité. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de développer dans le territoire, c'est des partages de compétences pour garder cette proximité, qui est très importante. On voit bien qu'aujourd'hui, cette proximité, eh bien, elle a changé de modèle. Aujourd'hui, on ne peut plus reproduire l'hôpital d'il y a 10 ans. On reproduit un parcours, une chaîne de soins qui fait que dans la vie des gens, eh bien, ils iront soit en hôpital de référence, si possible, le moins longtemps possible, mais avoir une prise en charge avant et après, en proximité, au regard des pathologies dont ils souffrent. Alors en conclusion, Sophie. Alors globalement, il faut restructurer tout ça. Les hôpitaux publics, il faut qu'ils arrivent à travailler en réseau. On voit bien que ce sujet est très politique, donc ça a été un peu compliqué. D'un côté, l'ARS, avec ses 400 agents en Bretagne, c'est quand même beaucoup, qui doit contrôler et qui a parfois tardé à réagir sur ce problème de déficit, puisque ce n'était pas nouveau. Et puis, de l'autre côté, une montée de l'administration, toujours plus nombreuse dans les hôpitaux, avec une gestion forcément qui vient se heurter à celle des médecins, qui, eux, avaient plutôt une volonté de ne pas réduire l'hôpital à une adéquation financière, donc les deux camps se bataillent un peu. Et puis il y a aussi des praticiens qui ne jouent pas toujours le jeu, il y a une guerre d'ego entre eux, une guerre de domaine, et tout ça peut entacher la marche globale de l'hôpital. Et enfin, des erreurs d'investissement qui sont lourdes de conséquences, avec bien souvent des bâtiments surdimensionnés. Le dernier exemple en date avec la maternité de Brest, qui a été redimensionnée pour accueillir les accouchements de Pasteur, sauf que, voilà, à Pasteur, il n'y a plus de maternité. Ils ont été bifurqués à Kérodrin. On se demande encore comment une telle erreur est possible.
Merci beaucoup Sophie pour cet éclairage. Consommateurs de premier plan, les étudiants étaient sensibilisés ce mardi matin aux abus d'alcool à l'université de Brest. Une série de stands rappelait les dangers de la cuite. Frédéric Lorenzon a suivi quelques étudiants dans leur parcours. Projetez-vous sur une soirée classique. Donc on va mettre, grâce à ce logiciel, le poids, la taille. Vous prenez un apéritif, vous mangez. Ok. Vous en prenez une deuxième, vous me disiez. Vers quelle heure? Une demi-heure après Voilà, une petite demi-heure, ouais. Donc à l'arrivée, vous voyez, vous avez ce chiffre-là. Ah oui, quand même. Quand même, voilà, quand même. Résultat, près d'1 gramme d'alcool dans le sang. Caméra oblige, Nicolas et Saïk viennent d'énumérer une liste plutôt light des boissons consommées lors d'une soirée étudiante standard. Et pourtant, ils sont les premiers surpris. Beaucoup trop. Enfin, j'aurais pas su estimer plus que 0,5, mais j'aurais pas pensé à 1 gramme, quoi. À minuit 15, il était à 0,95. À 6h40, il est tombé à 0. Voilà. Donc, dans ce cas-là, 6h30, on va dire, dans son cas. Par rapport à sa taille, son poids. C'est très long. Permettre aux étudiants de mieux évaluer les doses d'alcool, c'était l'un des objectifs de ces stands installés dans le hall de l'université de Brest ce mardi. Exemple avec cet atelier bar. Tu bois quoi comme alcool quand tu commences ta soirée chez toi? Vodka. Ce que je vais te demander, c'est de te servir en fait la dose que tu te servirais chez toi. Tu prends combien de verres de vodka comme ça? Je sais pas, ça dépend. Environ 4-5. 4-5. Là, on va dire que c'est les doses bar. Je verse dedans? Ouais, tu verses dedans. Vodka, on dit que c'est 4 centilitres, généralement. Dose bar. Une dose bar. Parce que je suis chaud. 10. Bah là, je dépasse déjà les deux doses bar que je dois. C'est quand même que quand je me sers toute seule, je dépasse largement, mais avec un seul verre, quoi. C'est assez hallucinant. Donc voilà. De toute façon, je ne prendrai jamais ma voiture, mais ça fait vraiment réfléchir. Et Histoire de soirée permettait de rappeler un triste record. 1,8 g, le taux d'alcoolémie moyen relevé auprès des automobilistes du Finistère lors des contrôles d'alcoolémie. Voilà, et à noter que cette animation se tient également ce jeudi à l'UBO à Brest. Thomas Lizière, vous accueillez donc la 3e édition du FestiGeek à Brest. Ça se tient donc du 25 février au 1er mars. Ça se passe au patronage laïque Guérin de Brest. Et alors, votre objectif avec ce FestiGeek, c'est d'améliorer l'image de la culture geek et des jeux vidéo. Alors déjà, on va préciser un petit peu, qu'est-ce que la culture geek ? Alors à la base, les geeks, c'était une minorité de personnes qui ne trouvaient pas leur compte dans la culture de masse. Et donc, ils ont préféré, eux, s'orienter plutôt vers les jeux, que ce soit vidéo, de plateau, de rôle. Et c'est des gens qui ont développé beaucoup de connaissances et de pratiques dans le domaine de l'informatique et du multimédia. Et maintenant, on parle plus vraiment de geek à proprement parler en tant que personne, mais plutôt en tant que culture. Et culture qui, à la base, était marginale et qui est devenue de plus en plus populaire avec l'arrivée d'Internet, notamment auprès du jeune public. Alors voilà, c'est de plus en plus tendance, mais vous parlez quand même de l'objectif d'améliorer l'image de la culture. Pourquoi il faut l'améliorer, cette image de la culture geek ? Alors du coup, il y a deux écoles. Il y en a qui pointent encore la culture geek comme étant quelque chose de vraiment mis à part, de gens qui ne sortent pas, et alors que c'est pas du tout le cas, quoi. C'est vraiment quelque chose dans lequel on peut s'épanouir en étant tout à fait équilibré socialement. Et à partir de quand est-on considéré étant geek ? Alors du coup, moi je parle vraiment bien de culture geek et pas de geek. Je pense que les geeks maintenant, c'est vraiment, ça n'existe même plus du tout. Je me considère moi-même, c'est un cliché. Moi je me considère pas comme geek par exemple. Gros consommateur aujourd'hui justement d'informatique, de jeux vidéo, de choses comme ça. Comment ? C'est un gros consommateur de. Oui, voilà. Oui, c'est vrai que du coup on est passionné par ça et du coup on consomme beaucoup par jour devant un écran, quoi. Voilà. Mais après il y a aussi le boulot et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup plus d'heures sur un écran et qui ne sont pas forcément dans le bain de la culture geek aussi. Alors il y a une conférence au FestiGeek, ça se passe ce mercredi 25 février à 18h. Ça s'appelle Jeux, éducation et culture. Donc c'est par Yann Chauvière et Dorian Chandelier. Donc ça aborde la place de cette culture geek dans l'éducation. Alors pour vous, quelle est la place du jeu vidéo justement dans l'éducation ? Alors du coup, nous on considère au patronage laïque Guérin que le jeu vidéo est plus qu'un simple divertissement, que c'est une pratique culturelle. Et du coup, on pense que c'est vecteur de valeur, ça peut développer le lien social et aussi la créativité. Donc nous on s'en sert pour mener plusieurs ateliers, que ce soit à long terme ou à court terme auprès du jeune public. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le public dans la consommation justement des jeux vidéo. Donc par les jeux vidéo en réseau, en fait, où les jeunes sont plusieurs à jouer ensemble au même jeu. Notamment. Et aussi après des fois des jeux
de salon, manette, et puis du coup c'est les jeunes qui viennent et puis qui entre eux s'organisent pour pouvoir du coup jouer ensemble, à savoir comment on va se passer manette, quelle forme de tournoi on met en place, et du coup là aussi il y a de l'échange qui se crée entre des gens qui sont passionnés, et on voit notamment aussi des fois des parents qui restent avec nous participer à une partie, et voilà, donc du coup le rôle est là aussi de l'adulte d'accompagner l'enfant dans la pratique. Mais alors justement là c'est dans le cadre du patronage laïque, mais quand un enfant qui joue tout seul chez lui, est-ce qu'il n'y a pas un danger qu'il joue trop, qu'il s'isole un petit peu avec le jeu vidéo? Peut-être aussi, oui. Mais après, je pense que c'est pas forcément le jeu vidéo qu'il faut pointer du doigt. Peut-être que la cause, elle est autre part, en fait. Le jeu vidéo, c'est vrai que c'est quelque chose d'attrayant, qui a un fort pouvoir attractif, et que si quelqu'un va s'isoler dans le jeu vidéo, moi, je pense que le problème vient d'ailleurs, en fait, quoi. Alors, vous parliez de l'accompagnement des parents avec les enfants dans le jeu vidéo. Est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes parents sont souvent des gens qui ont jouer aux jeux vidéo dans leur jeunesse, contrairement à nos parents, à nous en général. Est-ce que du coup les liens sont peut-être plus forts entre parents et enfants sur des jeux vidéo, ou alors ils sont complètement largués déjà? Alors plus ou moins, il y a des parents qui sont encore consommateurs de jeux vidéo, moins parce qu'après il y a le cadre familial qui fait qu'on peut passer moins de temps sur les jeux vidéo, et c'est aussi les jeux vidéo quelque chose qui évolue très très vite. La manière de jouer aussi change, et du coup même les parents qui étaient joueurs avant, en fait, maintenant se retrouvent complètement largués face aux jeux vidéo d'aujourd'hui. Les jeunes geeks, on va dire, mais les jeunes qui adorent les jeux vidéo, ils passent quand même du temps en plein air, parce que les jeux de rôle, tout ça, tout ce qui fait partie de cette culture geek, c'est aussi c'est pas que devant un écran. Non, c'est pas que devant un écran. On peut très bien faire plein de choses en plein air avec la culture geek, notamment les jeux de rôle qui se passent en pleine nature, et ça marche très très bien. Et ça permet de développer certaines facultés. Le jeu vidéo, c'est vrai qu'on voit souvent le côté néfaste un peu, où on met souvent en avant ce côté-là, et il y a des aspects positifs aussi. Oui, on voit souvent le côté que consommateur de jeux. Après, il y en a qui vont plus loin, qui vont aller derrière, voir un petit peu comment se passent les codes. Et je pense que c'est comme ça aussi que des gens développent des connaissances en informatique, et que ça leur sert aussi plus tard, que ce soit professionnellement ou autre. Il y a des gens qui maintenant font des vidéos aussi sur des plateformes comme YouTube ou Dailymotion, et qui défendent aussi la culture vidéoludique, et qui décortiquent sous un aspect social, économique, et ça plaît très bien aussi. Ouais. Alors pendant le FestiGeek, il y a aussi la projection. Alors, il y a 2 films, mais il y en a un, c'est Pacific Rim. C'est vendredi 27 février à 20h. On va regarder un morceau de la bande-annonce, et puis juste après, vous nous direz pourquoi c'est un film de geek. Regardez. Aujourd'hui, aux limites de l'espoir, à la fin de notre temps, nous avons choisi de croire les uns en les autres. Aujourd'hui, nous affrontons les monstres qui sont à notre porte. Aujourd'hui, nous neutralisons l'apocalypse. Alors Thomas, pourquoi c'est un film emblématique de la culture geek, ce genre de film-là? Du coup, la culture geek est aussi basée beaucoup sur l'imaginaire, notamment la science-fiction et l'heroic fantasy. Et là, avec Pacific Rim, on a un film typiquement science-fiction avec des gros monstres qui envahissent la Terre. Et du coup, il y a l'aspect technologie avec les robots qui vont contrer justement l'invasion de ces monstres, en fait, quoi. Alors c'est des univers, hein. Cette année d'ailleurs au FestiGeek vous faites un gros focus sur un univers en particulier, ça s'appelle Lovecraft. Vous nous en touchez quelques mots, c'est quoi Lovecraft? Donc Lovecraft en fait c'est un écrivain du début XXe siècle en fait qui a beaucoup influencé la culture geek par ses romans. Et il a influencé aussi des romanciers comme Stephen King, des cinéastes du coup comme Guillermo del Toro, dont on a pu voir la bande-annonce du film Pacific Rim. Il a influencé aussi l'univers du jeu. Et c'est quelqu'un qui qui avait beaucoup basé ses romans sur la science-fiction et l'horreur avec une créature nommée Cthulhu. C'est assez dur à prononcer. Alors le FestiGeek, donc c'est au patronage Gay à Brest du 25 février au 1er mars. Donc on y trouve plein d'ateliers, en particulier ce week-end, des jeux vidéo, des jeux de plateau, du rétro gaming, du karaoké, un cabinet de curiosité, des photos sur fond vert, du cosplay, c'est des déguisements, une imprimante et des lunettes 3D, et même un simulateur spatial. Donc voilà, c'est pour tous les âges. Exactement. Notre objectif c'est que ça soit ouvert au plus grand public. Et donc toutes les infos sur www.festigeek.fr. Merci beaucoup Thomas d'être venu. Tout de suite on passe à l'instant écho.
Christophe Boucher, aujourd'hui, vous nous parlez du compte pénibilité dans le travail. C'est entré en vigueur excusez-moi, je me trompe. Aussi entré en vigueur le 1er janvier. Exactement, c'est ça, le compte 2015. pénibilité est entré en vigueur au 1er janvier. Ce dispositif, Pauline, permet aux travailleurs effectuant des tâches pénibles de cumuler des points ouvrant droit à de la formation, une réduction du temps de travail avec un maintien de salaire ou encore une retraite anticipée de 2 ans. Il recense actuellement 4 facteurs de pénibilité qui doivent être mesurés par l'employeur. Le premier facteur, c'est le travail de nuit. Il y a ensuite le travail en équipe, le travail répétitif et le travail en milieu hyperbare. Le travail en milieu hyperbare, c'est des personnes qui travaillent dans certains travaux publics sous-marins ou encore sur les travaux pétroliers ou notamment aussi à Rennes actuellement, par exemple, par rapport au percement du tunnel. Grosso modo, c'est tous ces gens qui travaillent en question hyperbare. Alors ça, c'est le premier étage d'une fusée qui en compte 2. Oui, en effet, Pauline, en janvier 2016, 6 autres facteurs doivent entrer en ligne de compte. Là, on parle du port de charges lourdes, des postures pénibles, les vibrations mécaniques, l'exposition aux produits chimiques, ainsi que le bruit et les températures extrêmes. Le gouvernement estime que 20% des salariés pourraient être concernés par ces 10 facteurs de pénibilité, ce qui représente tout de même 3 millions de personnes dès 2016 qui seraient concernées par ce compte pénibilité. Alors la mesure est bonne d'un point de vue social. Partir plutôt en retraite quand on a travaillé durant 30 ans ou plus dans le froid sur des lignes de production où on effectue des tâches répétitives, c'est une excellente chose. Et enfin, pouvoir se former aussi pour effectuer une réorientation professionnelle ou encore travailler moins en fin de carrière sans émission de salaire. Là aussi, on va a priori dans le bon sens. Alors les chefs d'entreprise sont satisfaits de ces mesures ? Eh ben, c'est évidemment là que le bas blesse. Le compte pénibilité est, selon les patrons, une véritable usine à gaz à mettre en place. Les syndicats patronaux sont vent debout contre ce dispositif. À l'origine, chaque chef d'entreprise doit tenir à jour un planning quotidien dans lequel il inscrit les tâches effectuées par chacun de ses employés en y indiquant les dites actions pénibles. C'est comme si sur un chantier, voilà, quelqu'un qui va porter du béton ou des sacs ou des briques, il faut noter à chaque fois qu'il y a un déplacement tous ces actes-là chaque jour, quasiment par heure. Alors que le gouvernement, lui, prône la simplification administrative, ce dispositif va exactement dans le sens inverse. Autre problème, la notion de pénibilité est difficile à quantifier et qualifier. Comment mesurer aujourd'hui la pénibilité sur un chantier ou sur une ligne de production? Cela reste très très subjectif. Dans le Finistère, le secteur du bâtiment sera concerné par le dispositif dès janvier prochain. La Fédération du bâtiment dénonce la surcharge administrative et le surcoût de travail dans un contexte économique déjà très très tendu, notamment pour les TPE. Aujourd'hui, 90% des entreprises du bâtiment sont de très petites entreprises. Alors vous avez rencontré Jean-Paul Gégou, le président de la Fédération du bâtiment dans le Finistère, et on l'écoute. Ça veut dire tout simplement que dans une entreprise, il faut pratiquement embaucher quelqu'un pour remplir cette mission, quoi. Ce qui, dans le contexte actuel économique qui est déjà difficile, est pratiquement impossible pour chacune des entreprises. J'ai demandé tout simplement que toutes les entreprises fassent la grève du papier, c'est-à-dire ne remplissent pas cette fameuse fiche telle qu'elle est aujourd'hui. Après, il y a une mission qui est mise en place par le Premier ministre auquel participe un chef d'entreprise et un député. Alors on verra donc au mois de juin, lorsque le rapport sera rendu, quelle est la simplification qui est apportée. On veut bien jouer le jeu, mais telle qu'elle est aujourd'hui, si vous voulez, pour nous c'est impossible et on luttera complètement contre cette fameuse fiche. Alors Pauline, les patrons sont prêts à remplir une fiche individuelle chaque année. Ils sont aussi prêts à mettre la main à la poche car il faudra bien financer ce dispositif pour les départs en retraite anticipés ou pour la formation. Jean-Paul Gégou, comme l'ensemble du secteur du bâtiment, craint que certains patrons détournent le dispositif en faisant appel à une main-d'œuvre non soumise au droit du travail français. On écoute de nouveau Jean-Paul Gégou. Les entreprises peuvent être tentées de faire appel à des salariés en détachement, des salariés des pays voisins, pays européens, qui échappent à tout contrôle et donc la notion de pénibilité dans ce cas n'existe plus. Il faut savoir aussi que derrière, l'entreprise peut se détourner de l'apprentissage. Or, l'apprentissage, pour nous, est très très important parce que c'est aussi le moyen de former localement nos jeunes qui, plus tard, vont remplacer donc les aînés qui partent à la retraite.
Alors, vous le voyez, Pauline, il y a beaucoup à perdre dans ce petit jeu-là. Donc, le gouvernement a décidé de revoir sa copie. Il s'appuiera sur une mission menée par Gérard Huyot, chef d'entreprise, et Christophe Sirugue, député PS de Saône-et-Loire, dont parlait Jean-Paul Gégou. Ils rendront leur texte courant juin. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, le texte, en l'état, ne passe pas auprès des chefs d'entreprise, suite au prochain numéro. Merci beaucoup Christophe, merci beaucoup à tous les trois d'être venus sur le plateau. Je rappelle que le Festi-Geek, c'est du 25 février au 1er mars au patronage laïque Guérin à Brest. Nous, on se retrouve demain dans l'Instant T pour parler d'une nouvelle série policière. D'ici là, passez une très belle soirée sur TBO. Ciao.